Et action! Tu sais pourquoi ils tiennent pas le coup, tous ces gosses de riches? Je vais te le dire. Parce qu'ils supportent pas l'idée de rien foutre. Tu comprends? Ils s'imaginent que la société les attend. C'est très fatigant, ça. Ah si, c'est très fatigant. S'inventer un petit rôle dans la pièce. Très, très fatigant. Faire semblant. Faire semblant de monter une petite affaire, d'avoir un talent. Défendre une bonne cause. Coupé! Le noyau du film, c'est le personnage de John DeVoe, qui est un personnage vide, enfin c'est un centre vide, c'est un être que je définis comme jamais né, pas encore né, qui souffre d'une omniprésence du père qui l'a complètement écrasé. Donc c'est quelqu'un qui est fascinant, je crois qu'il est fascinant comme peut l'être le vide, et qui a autour de lui une sorte de cour qui gravite autour de lui. Ça, c'est, disons, le centre du film. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'a que la parole, et une parole dans laquelle il n'a rien à perdre. Donc lui peut parler de son milieu, lui parle tout à fait librement, il n'est pas dupe de son milieu, il est tellement pas... Enfin, il n'arrive à être dupe de rien, en réalité. Écoutez, nous violons, nous tuons, nous torturons, c'est vrai, c'est affreux. Mais que voulez-vous, nous sommes riches et puissants. Il faut bien qu'on nous craigne un peu. Il faut bien que de temps en temps, nous le prouvions, ne fût-ce qu'à nous-mêmes. Sinon, à quoi bon? Moi, je suis un personnage, un peu un fils à papa, blindé de thunes, qui est revenu de tout. Il n'y a plus rien qui le fait vibrer, dans la vie. Il travaille pas, il a beaucoup d'argent, il a une grande maison, et il passe sa vie à faire la fête et à regarder les autres vivre. T'as l'impression qu'il est en dehors de la vie. T'as l'impression c'est comme s'il était mort, comme s'il était un fantôme qui regardait les autres vivre. Et donc évidemment ça lui donne un cynisme exacerbé. Je pense qu'il représente pas les nantis, il représente, c'est comme si c'était un amalgame de tout ce que pouvaient être les nantis. Si les gens qui ont de l'argent, avec tous les défauts de tous les gens qui ont de l'argent étaient mis ensemble, ça ferait ça. Donc voilà, il a fait un condensé comme ça de nantis. Mais je pense que les nantis sont comme les gens qui ont moins d'argent, ils ont des défauts, des qualités, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. T'es pas forcément un salopard parce que ça peut-être de l'argent. T'as entendu parler quelqu'un ici? Personne n'a rien à raconter, qu'est-ce que tu veux qu'on raconte? Hein? On est au top? Rien à dire? On va pas te faire la liste de nos villas, nos piscines, nos châteaux, nos bateaux, hein? Ça serait chiant comme la mort, hein David? Par contre, toi tu fais le taxi, donc tu es pauvre. Un pauvre, ça a des envies, des espoirs, ça veut s'en sortir. C'est très bien écrit. C'est pour un acteur, c'est un bonheur à jouer parce qu'il écrit très bien, il a une musique. Il a une musique des dialogues. C'est-à-dire que on a rarement changé des dialogues dans ce film. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de choses où on se dit tiens là c'est bizarre, on ne parle pas comme ça dans la vie. Moi j'ai jamais eu de problème avec ces dialogues. Au contraire, c'est même des choses qui m'ont plus séduite, ce sont les dialogues. Je me présente, je m'appelle John DeVoe. Et voici David Dermond de Viard, que tu connais déjà et qui fait partie de notre chouette petite bande, la bande DeVoe. Très sympa. Tout ça est très 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 sympa. Alors et toi, comment tu t'appelles? Il y a Mimo qui est le personnage, le guide, le clown blanc, enfin le fil qui nous mène dans ce milieu-là, et qui est lui quelqu'un qui vient d'un autre milieu, beaucoup plus modeste, qui est chauffeur de taxi. Vacances? Oui. Où ça? Japon. Japon. Qui lui représente ou est emblématique du thème dont je parlais tout à l'heure, celui de vouloir être célèbre, car d'une certaine manière ça rejoindre aussi l'idéal de l'époque, enfin de ce qui fait rêver toute la planète, comme dit John DeVoe. Toi, je sens que tu veux être célèbre. C'est ça, non? Non. Ils veulent tout ça, les ploucs. Et lui, ce qu'il raconte, c'est ce qui, je crois, peut nous arriver à tous. Hein. C'est celui de tomber dans un milieu qui n'est pas le nôtre et d'être mal à l'aise, d'être maladroit, d'être l'objet d'un rejet d'un milieu. Je joue le rôle de Mimo, qui
qui est un jeune taxi qui aimerait faire autre chose que taxi et qui voudrait être connu, parce que c'est la mode d'être connu. Il aime ce qui brille et il va, de par son métier de taximan, rentrer dans une maison où il y a de jeunes riches nantis. Et tout de suite, quand il rentre dans cette bande, il est repéré. On a tout de suite vu quel genre de mec c'est et ils vont jouer là-dessus. John tout de suite dit mais non, toi t'as pas envie d'être comédien, toi t'as envie d'être connu, t'as envie de ski briller, t'as envie de louloute, de bateau, de piscine. Hein, tourne pas autour du pot. Tu veux ce qui fait rêver la planète. Le personnage de David, c'est le personnage du second. Lui aussi, il est pris dans cette fascination de John. Lui, il s'identifie complètement à John alors qu'il est très différent de lui. D'un côté, c'est Jean-Paul Rouve et de l'autre côté, c'est Boully. Donc, ils sont extrêmement différents physiquement déjà. Mais il y a ce désir qui le lie à John Deveau. C'est c'est le désir du second, du fidèle, du lieutenant. Il n'y a eu qu'une seule prise, et c'était la bonne. Au moment où David, c'est-à-dire Boully, s'énerve, prend l'épée, casse tout, c'est un film bien sûr belge, hein, donc un film avec petit budget. On avait de quoi refaire 2 fois la scène avec tout ce qui casse. Et il l'a fait magnifiquement, je crois, au péril de la vie de Jean-Paul Dossetide, qui est le chef opérateur. Si on regarde bien, on voit qu'à un moment, l'épée passe à 3 cm de la caméra. David Dermont de Viard est un garçon issu de la noblesse qui fréquente la bande de John Deveau, c'est-à-dire des jeunes gens extrêmement riches, un peu décadents. David est le seul qui vient vraiment d'une lignée noble, donc il y a une espèce quand même d'éducation que les autres n'ont même plus. Et David est certainement fasciné par John, mais aussi peut-être un peu amoureux de lui, d'une manière très, très refoulée. T'as tort, vieux, c'était ton jour. T'es con, quoi. On peut aussi parler de probablement l'homosexualité latente qui le lie à John Deveau, comme d'ailleurs elle le lie aussi au personnage de Mimo. Il est aussi attiré par Mimo. Et c'est pour ça qu'il y a cette complicité avec Laetitia, à un moment. Pourquoi tu fais ça? Comme ça, pour toi. J'ai bien vu l'autre soir que... Ici. Tu le trouves comment? Qui ça? Un autre personnage qui est celui de Laetitia, c'est l'éternel fiancé, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a entre eux. John a cette relation dont on ne sait pas grand-chose en réalité, mais elle est enfermée, en tout cas, elle est enfermée dans ce que je décrivais, dans cette espèce d'orbite, de ce cercle qui entoure le personnage principal. Il faudrait qu'on pense à te trouver une clinique, ça serait chouette ça, hein? Avec plein de dingues. Fous-moi la paix, sale con. Ça, tu peux compter sur moi, ma chérie. Pourquoi j'ai fait la transition entre le mannequinat et le cinéma? C'était assez naturel dans un sens, puisque dans le mannequinat, quand on fait des photos, c'est un peu comme un cinéma muet. Souvent, on nous transforme en des personnages. J'ai toujours rêvé de jouer, puisque j'adore, c'est un truc qui me... Donc c'est pour ça que j'adorais le mannequinat. J'ai voyagé dans le monde entier pour pouvoir jouer, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer Stéphane Liberski. Et ça faisait déjà 1 an que je prenais des cours de comédie quand j'ai rencontré Stéphane. Et j'ai lu le scénario et le personnage, je voyais déjà tous ses gestes, sa façon de penser, tout. Le personnage, je le voyais déjà. Il était déjà présent à l'intérieur de moi dans un sens. Alors, comme si en lisant, ça rentrait à l'intérieur. C'est très bien. Laetitia, elle est dans les nuages, elle est ailleurs, elle est sur une autre planète. Elle n'est pas vraiment là parce qu'elle a... On ne sait pas si elle a envie ou pas d'être avec ces gens-là. Elle est ailleurs, elle est dans son monde à elle. Elle communique pas beaucoup et donc dans le film, à un moment, elle rencontre quelqu'un qui d'un seul coup s'intéresse à elle alors qu'elle n'a jamais vu ça dans sa vie.
d'un seul coup, elle se réveille. Et après... Mimo, qui arrive dans ce milieu, représente une possibilité d'en sortir pour elle. Donc elle l'utilise aussi, à sa manière. Tu es beau. Merci. C'est peut-être ça, au fond, qui va désarçonner le spectateur, c'est qu'il n'y a pas une empathie immédiate avec un personnage sympa. Il n'y a pas dans le film. J'ai essayé d'éviter qu'il y ait... Enfin, c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'il n'y ait pas cette identification univoque à quelqu'un qui est bon et qui va nous transporter jusqu'à la fin du film. Là, non, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est une galerie de portraits de personnages qui sont bons et mauvais, qui sont, comme tout le monde, dans l'errance entre les deux, quoi. Oh, monsieur Van den Bos, quelle joie. Comment va madame? Et Aurélien? Il voulait devenir homosexuel, je crois. Est-ce qu'il a trouvé chaussure à son pied? Madame Pinault! Comment ça va, madame Pinault? Ah, madame Pinault, vous savez qu'il m'arrive assez souvent de penser à vous. Et je me dis, la vie doit pas toujours être rose avec un physique tel que le vôtre. Je me trompe? Vous faites dans l'humanitaire, je crois. Pensez à m'envoyer votre numéro de compte, que je verse quelque chose à vos pauvres. La clé, je crois, du film, c'est le père. Enfin, la clé du film, à mon avis, c'est l'absence de père. Et John DeVoe, lui, il en a un de père, il n'a même que ça. Mais c'est un père qui n'en est pas un, d'une certaine manière. C'est un père tellement écrasant, qui ne transmet rien, sinon son fric, qui renonce à rien, et qui est, lui, plutôt que les autres, la caricature d'une époque, si on veut, qui représente, pour moi en tout cas, la perversion de cette époque. C'est quelqu'un qui utilise les gens et qui les jette une fois qu'ils sont usés. Si je pouvais choisir, je suis franc, je préférerais que tu n'aies jamais existé. Henri, on ne dit pas des choses comme ça. Je sais, c'est pour ça que je le paie. Ce personnage ne peut avoir de rapport avec son fils que tordu, pervers. Il ne peut finalement l'aimer à sa manière que dans la haine de cette chose-là qui représente son futur et qu'il refuse, puisque lui ne renonce à rien dans cet égoïsme délirant. Je donnerais vraiment beaucoup pour que tu crèves avant moi. Pourquoi cette histoire? Enfin, moi, je suis attiré par le réalisme, en réalité. Je suis un réaliste assez primaire, je crois. Les films de genre, je peux les aimer, je peux les apprécier, mais je ne suis pas attiré à les faire. Et ce qui m'intéresse toujours, et même, je crois que dans tout ce que j'ai fait, même jusqu'au moindre de mes sketchs, c'est toujours la réalité qui est visée. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui se passe, voir le monde tel qu'il est. Il me semble quand même que les gens enrichis, les gens riches, les gens aisés, ils représentent un idéal social. Beaucoup de films, en tout cas, vont plutôt voir du côté de ce qu'on appelle le laissé pour compte, et pas de ceux qui sont à l'inverse, dans le compte, ou je ne sais pas ce que c'est, l'inverse de laisser pour compte. C'est ceux qui ne comptent plus leur sous, peut-être, quelque chose comme ça. C'est un aspect qui est du monde qui est peu ou pas assez, à mon sens, exprimé. Donc, je me suis attaché à ce que l'histoire se déroule dans ce milieu. Mais c'est réducteur, parce que ce que j'ai envie de parler, c'est du monde. Et c'est pour ça que je crois que Bunker Paradise, c'est un portrait de maintenant. Mais au bout du compte, en tout cas à travers le scénario de Steph, c'est que ces personnages ont une fracture énorme aussi. Donc ce ne sont pas que des connards, des dégénérés, pas du tout. Je trouve qu'il y a une fracture énorme chez ces gens-là et qui correspond à plein d'autres fractures. Donc simplement ça se passe dans le milieu des gens très riches, quoi, c'est tout. La maison qu'on appelle le bunker, mais finalement je crois que dans le film c'est jamais dit qu'on appelle cette maison le bunker. Sauf dans le titre, et encore c'est par lié à la maison elle-même. C'est une maison
extravagante et extraordinaire qui a été construite par un architecte belge assez célèbre, qui est Jacquemin. Ce qui est curieux, c'est de savoir que Jacquemin a dessiné la maison juste après un voyage au Mexique. Pour lui, en tout cas, ça évoque des ruines mayas. En tout cas, il y a un côté maison très contemporaine et en même temps, avec cet aspect un peu lugubre, oui, les ruines mayas, c'est pas spécialement rigolo. C'est une maison qui est un personnage à part entière. En tout cas, on y a tourné pendant assez longtemps. On a tourné là, c'était un des décors principaux du film. Ce qui est curieux, c'est qu'il y avait une ambiance extraordinaire pendant le tournage dans ce bunker, alors qu'il faisait froid. Donc ce lieu qui était un lieu, en effet, un peu terrible, dans lequel je voulais montrer une fête, disons une fête terminale, eh ben, c'était le lieu de fête de l'équipe aussi. Le bateau était un moment terrible, parce qu'il faisait froid, on était en Hollande, avec un vent caillant, et en plus de ça, avec des nuages, et donc il y avait en plus de ça des raccords lumière très compliqués. Il y a un plan, d'ailleurs, qui est repris dans le film, un plan extérieur du bateau, pris d'un autre bateau. Et à ce moment-là, la mer était épouvantable. On commençait à prendre l'eau, à prendre des vagues. Et puis, bien sûr, il y a le plongeon, le fameux plongeon de François Vincentelli, qui s'est préparé pendant des mois à ce plongeon, parce que les assurances étaient contre de plonger dans une eau qui avait 4 degrés, je crois. Pendant des semaines avant, il prenait tous les jours une douche glacée pour s'habituer au choc thermique. Tout le monde avait une trouille, parce que c'est vraiment très très froid. C'était le moment que redoutaient le plus les producteurs. Lui, il tenait absolument, il ne voulait pas se faire doubler, il ne voulait rien. Enfin, il est un peu Belmondo dans l'âme, comme ça. Ciao! C'était un peu inconscient, mais oui, bien sûr, il saute plouf, c'était fait, on filmait, puis voilà, 2 fois on recommence, oui, bien sûr, on recommence. C'est les 3 jours où on a tourné dans le château de Bouzeval, c'était les 3 jours de neige. Et une neige exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire une petite couche qui faisait que les traces de pas ne se voyaient pas trop, on pouvait recommencer, donc c'était une aubaine, un signe du ciel. Les chasseurs, ce qui est drôle, enfin, ce sont tous des vrais chasseurs, donc on s'est adressé à des sociétés de chasse, donc ce sont tous des gens qui sont venus harnachés avec leur équipement, etc. Et qui vivaient vraiment ce qu'ils vivent d'habitude, c'est-à-dire un petit déjeuner d'avant la chasse. Il y a un troisième thème ou une troisième couche, une troisième strate du film qui est plus poétique que les autres. C'est un jeune garçon, très jeune garçon, qui voyage au Japon. C'est un personnage qu'on suivra, c'est ce petit garçon dont on n'explique pas grand-chose, on n'explique pas ce qu'il fait exactement au Japon, mais en tout cas ce qui apparaît, ce que j'ai voulu faire en tout cas, c'est une sorte de rêverie du film lui-même, ou en tout cas de Mimo qui est pris dans ce moment difficile, dur du film. C'est comme des moments de respiration, c'est comme des petits trous dans la boîte. C'est quelque chose que j'ai envie de laisser un peu intouché. Les gens, ils y prendront ce qu'ils veulent. La musique est là pour... elle n'est pas seulement là pour faire le contraste entre la fête interminable dans laquelle évolue le petit groupe, qui, elle, est une musique techno, obsessive, mécanique. Et puis, il y a une autre couche du film qui n'est pas seulement celle du Japon, elle est aussi celle du Japon, mais elle est aussi celle de ce que je voulais
que les personnages soient ambigus, c'est-à-dire ils ne sont pas complètement dans leur perversion ou dans leur malentendu. Ils ont des moments d'émotion et des moments parce que dans la détresse, il y a quelque chose d'humain. Cette musique est là pour souligner cet autre aspect. Je crois que ce qui est compréhensible, c'est qu'elle s'attache plus particulièrement au Japon. On voit ce que cette partie japonaise diffuse sur le reste du film. Parce que la musique passe parfois sur le reste du film aussi. Quand je suis arrivé au Japon, c'était magnifique. Et il y avait un piano dans la maison qu'on avait eu à prêter. Puis le matin, j'ai joué et puis j'ai trouvé ça. Et voilà, c'est très simple, c'est très mignon, un peu triste comme ça. Et ça convient bien au film parce que c'est un contraste fort avec l'autre musique qui est très hard, c'est de la techno et tout ça. Et là, c'est très pur, simple. Et voilà. Une complicité là aussi vieille de 15 ans maintenant avec Jean-Paul Dezétaide qui est un chef opérateur extraordinaire. Je crois que c'est essentiel, enfin pour moi c'est essentiel, c'est d'avoir cette complicité-là, parce que le cinéma c'est quand même d'abord de l'image, bien sûr des acteurs, bon, il faut la complicité, la confiance absolue des acteurs et du chef opérateur. Je crois que quand il y a ce noyau-là qui est réussi, ça va tout seul. Enfin, manière de dire. Tout ce tournage, j'ai une espèce de souvenir de concentration permanente et de concentration permanente de Jean-Paul Dezétaide aussi, qui est quelqu'un qui arrive à se concentrer du matin au soir sans jamais lâcher à un moment la pression, quoi. Et action! Avec la script, ça a été formidable. Avec Babette, qui est comme un second premier assistant, enfin, mais qui est là sans arrêt pour vérifier si ce qu'on a fait, c'était bien ce que je voulais faire. Donc c'est très important de l'avoir. C'est d'avoir quelqu'un qui soit à la fois très exigeant, très critique sur la rhétorique même, de ce qu'on emploie comme dans le langage cinéma, quoi, et qui soit là à corriger les fautes d'orthographe d'une manière permanente. Et ça peut être quelqu'un qui est un rappel à l'ordre aussi. Coupé. Merci, c'est coupé. D'une manière générale, ce que je veux quand même dire, c'est que oui, c'est mon premier long métrage. Et c'est la première fois que je me retrouve avec une grande équipe de cinéma. Ça a été impressionnant le premier jour, le premier moment, la première seconde, première scène à tourner. C'est très impressionnant parce qu'on arrive sur le plateau, voilà, il y a une scène à tourner, tout le monde sait très bien quelle est la scène à tourner, les acteurs connaissent le texte, et puis voilà, il y a toute l'équipe, et à un moment, toute l'équipe, on voit toutes les têtes de l'équipe se retourner, et il faut expliquer ce qu'on va faire. Et c'est la première fois qu'on va expliquer ce qu'on va faire, comment on va tourner. Et ça, c'est très impressionnant, parce qu'on dit là, vaut mieux pas se gourer, vaut mieux pas dire de conneries, parce que ça va déterminer la suite. 135 sur 3, première. Et action! Peu à peu, on sent que c'est plus une équipe qui travaille pour faire le film, mais c'est des gens qui font le film avec vous. Et ça, c'est formidable. Ça vient un moment, on ne s'aperçoit pas tout de suite, et on le sent. Tout à coup, on se dit, je ne suis plus avec des employés, des artisans du cinéma, je suis avec une diffraction de moi-même qui font le film en même temps. C'est peut-être une banalité que ressentent tous les réalisateurs, mais quand on l'éprouve pour la première fois, c'est bien.
1979. Es war so heiß. Du hattest ein letztes Bikini an. Ein so kleines Bikini. Du lachtest, Monika. Dein Haar. Coupé. Archi mauvais. Mit Gold. Die Sonne ging runter. Die Farben waren so schön. Du saßt neben mir.